Salut, tu vas bien? Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Hugo Gaston. Si tu suis de près ou de loin le tennis, t'as forcément déjà entendu parler de lui, ne serait-ce juste pour le parcours qu'il vient de réaliser à Roland-Garros. C'est LA révélation de cette édition 2020, et même si t'as pas suivi Roland, t'as sûrement entendu parler de lui dans les journaux ou sur internet car il a été pas mal médiatisé depuis. Faut dire aussi que c'est le seul français qui a su être au rendez-vous sur la quinzaine, et personnellement ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à regarder un tennisman français jouer. Ça a attiré un peu ma curiosité, et du coup j'ai lu pas mal d'articles et j'ai regardé plusieurs interviews de lui, de son coach, etc. Parce que c'est vrai que c'est encore un joueur plutôt méconnu du grand public, mais à mon avis, plus pour longtemps. Alors, qui est Hugo Gaston? C'est ce qu'on va découvrir ensemble tout de suite, installe-toi bien, c'est parti. Alors, notre cher Hugo est né le 26 septembre 2000 à Toulouse, il mesure 1m73 pour 70 kg et il a la particularité d'être gaucher. Parce qu'il était plus jeune, son idole c'était Rafael Nadal qui est d'ailleurs gaucher comme lui, et Hugo a voulu s'inspirer grandement du Mallorquin, que ça soit dans le jeu comme dans l'attitude. Côté staffing, il a le même entraîneur depuis qu'il a 6 ans, Marc Barbier, et le même préparateur physique depuis qu'il a 7-8 ans, Kevin Blandy. Un trio de longue date qui semble donc fonctionner à merveille. S'il n'avait pas fait de tennis, il aurait sans doute fait du foot ou du rugby, deux sports qu'il aime également beaucoup. Cependant, c'est bien pour la petite balle jaune qu'Hugo Gaston mouille le maillot. Son père étant président du club de tennis de Fonsorbe, il a baigné dans ce milieu depuis le plus jeune âge, il a donc logiquement frappé ses premières balles dans ce club, avant de changer pour intégrer le club de Blagnac, où il est toujours licencié aujourd'hui. Très jeune, il se fait déjà remarquer en enchaînant les victoires, parfois même contre des adversaires plus âgés que lui. Vers 13 ans, il entre au Pôle France à Poitiers, il y restera 2 ans. Durant cette période, il n'est donc plus entraîné par Marc Barbier, mais ce dernier reste en relation avec les entraîneurs du pôle. De ce fait, Hugo et Marc ne se perdent jamais vraiment de vue, et se retrouvent occasionnellement sur les différents tournois auxquels le jeune athlète participe. À 15 ans, Hugo rentre à l'INSEP, Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, et change à nouveau d'entraîneur, il y restera 2 ans. Il rencontre alors régulièrement d'autres joueurs entraînés par Marc évoluant sur le même circuit que lui, et les deux hommes se côtoient également lors des championnats de France. En 2017, suite à un changement de politique de la DTN, la Direction Technique Nationale, les jeunes joueurs sont renvoyés en région pour poursuivre leur formation. Hugo rentre sur Toulouse et reprend les entraînements avec Marc et Kevin. 4 ans après la fin de leur collaboration directe, la petite équipe retrouve rapidement ses repères, et Marc devient l'entraîneur personnel d'Hugo. Certaines inquiétudes restent néanmoins présentes, car à cette époque, la structure qui accueille Hugo n'est pas habituée à travailler avec des athlètes de ce niveau. La Ligue d'Occitanie fait donc le maximum pour que le jeune athlète ne pâtisse pas de la situation. Ils mettent tout en œuvre pour qu'il ne perçoive pas de différence en termes de volume et d'intensité d'entraînement, afin qu'il puisse poursuivre sa progression. Après une longue préparation, vient le moment des compétitions. C'est le moment pour Hugo et le staff de savoir si le travail accompli est au niveau du circuit ou non. 2 tournois sont prévus aux États-Unis, et lors du premier, Hugo Gaston se fait sortir en moins d'1 heure dès le premier match, 6-1, 6-2. Allez hop, ça dégage! Beaucoup de questions envahissent le jeune joueur et son équipe. La préparation proposée était-elle à la hauteur? Heureusement, Hugo effacera rapidement ses interrogations en remportant l'Orange Bowl quelques semaines plus tard et enchaînera ensuite sur une bonne saison. En 2018, toujours chez les juniors, il remporte le double garçon de l'Open d'Australie avec Clément Tabur. Plus tard à Wimbledon, il a l'occasion de partager 2 séances d'entraînement avec Djokovic et le coach de Novak ira jusqu'à lui demander s'il est partant pour réchauffer le Serbe avant son match contre Nadal en demi-finale. Enfin, en octobre, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires, où il est porte-drapeau de la délégation française, il remporte le titre en simple face à un Argentin ainsi que 2 médailles de bronze en double garçon avec Clément Tabur et en double mixte avec Clara Burel. Ces résultats lui permettent ainsi de finir la saison à la 2e place junior mondiale. Détenteur d'une invitation pour le tournoi de Marseille, il fait ses premiers pas dans un tournoi ATP en février 2018. Pour sa première saison complète chez les pros en 2019, il se distingue sur terre battue en disputant 4 finales sur le circuit Futures. De nouveau invité aux qualifications du tournoi de Roland-Garros, il franchit un tour avant de s'incliner contre le russe Alexei Vatoutine 6-1, 6-3. À partir du mois de septembre, il se met en avant lors d'une tournée aux États-Unis en remportant 2 tournois à Houston et Norman et s'impose en France lors du Futures de Rodez. Fin octobre, il prend part aux qualifications du Masters de Paris-Bercy et remporte son premier match contre Juan Ignacio Londero, 52e mondial. En janvier 2020, il participe pour la première fois au tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem en obtenant une invitation pour l'Open d'Australie, mais s'incline en 4-7 au premier tour. En septembre-octobre 2020, il bénéficie d'une nouvelle invitation pour le tableau principal de Roland-Garros. Après une victoire face à son compatriote Maxime Janvier, lui aussi invité, il élimine le japonais Yoshihito Nishioka à leur 52e mondial. Cette performance lui permet d'être le seul français à atteindre le 3e tour du tournoi et d'affronter Stanislas Wawrinka, vainqueur à Roland-Garros en 2015, alors classé 17e mondial. Alors que sur le papier, Stan semble être le grand favori, Gaston ne se laisse pas impressionner et vient à bout du Suisse en 5-7, 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0. On remarquera qu'il a quand même mis 6-0 à
Wawrinka, ce qui n'est quand même pas rien. Il devient de ce fait le joueur le moins bien classé à pouvoir participer à un 8ème de finale à Roland-Garros, puisqu'il occupe à ce moment-là la 239e place mondiale. Suite à cette victoire, il arrive confiant en 8ème de finale, mais s'incline finalement contre le numéro 3 mondial Dominic Thiem en 5-7, 6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-3. L'aventure s'arrête donc là pour Hugo, mais le français a impressionné à plusieurs niveaux. Premièrement par son mental d'acier, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur se battre autant sur chaque balle et franchement ça fait plaisir à voir. En plus de ça, faut quand même s'imaginer que le gars perd 2-7-0 contre le 3ème mondial, récent gagnant de l'US Open, un des tout meilleurs mondiaux sur terre battue, et alors que beaucoup savouraient déjà vaincu, lui il trouve les ressources physiques et mentales pour continuer et remporter les 2 sets suivants. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça absolument monstrueux, et c'est cette mentalité qu'on veut voir et qui manque un peu au tennis français à l'heure actuelle. Deuxièmement, il a surpris sur sa vision du jeu et sa polyvalence. Souvent bien placé, il est capable d'être solide en fond de court comme au filet. Troisièmement, il a impressionné sur son toucher de balle, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Dominic Thiem lui-même. Haven't seen for a very long time a player with such a big touch in his hands. I mean, his drop shots are just from another planet. Sprinting like 400 times to the net, so all the credit to him. En effet, Hugo s'est distingué par sa maîtrise des amortis qui ont donné du fil à retordre à ses adversaires. Il en tentera d'ailleurs 55 face à Dominic Thiem, dont 40 aboutiront à un point pour le français. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Malgré la déception qui accompagne cette défaite, probablement renforcée par le sentiment qu'il aurait pu gagner ce match, Hugo déclare néanmoins être fier de son parcours et avoir le sentiment d'avoir tout donné, et je pense qu'on pourra difficilement dire le contraire. Côté classement, ce très bon parcours lui permet de faire un bond de 82 places pour se retrouver à la 150e place mondiale. Comme je l'ai dit en introduction, Hugo Gaston a été la révélation de ce Roland-Garros 2020, par son jeu comme par sa personnalité. Si on se base sur ce qu'il a montré durant ce tournoi, il semble avoir toutes les cartes pour se faire une place dans le haut du classement mondial. Il a le mental, il a la technique, il a l'entourage, il a une bonne attitude sur et en dehors du court, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. La chatte qu'il a, la chatte. Après, de là à dire qu'il sera un jour numéro 1 mondial, personne ne peut le savoir. En tout cas, il est clair que c'est un objectif pour lui, comme il a pu le confier lors d'une interview début octobre sur Combini. Ton objectif de carrière? Ouais, forcément essayer d'être numéro 1 mondial et gagner un ou plusieurs grands chelems. C'est des choses qui sont très compliquées, mais voilà, c'est des objectifs pour moi et j'espère les réaliser. Malgré ses grandes ambitions, Hugo Gaston semble être quelqu'un de calme et travailleur, avec la tête sur les épaules. On lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite, en espérant le revoir bientôt au meilleur niveau et en espérant surtout que ce coup de projecteur soudain lui mettra pas trop la pression. En effet, s'il a fait un bon Roland-Garros, il doit maintenant confirmer et c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Affaire à suivre donc. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as pensé de ce nouveau format de vidéo où je retrace un peu le parcours d'un athlète. Comme d'habitude, si t'as passé un bon moment, je t'invite à t'abonner, mettre un pouce bleu et partager. Je te dis à la prochaine sur YouTube ou ailleurs. Ciao.